Sortir une série en noir et blanc sur Spider-Man, c'est quand même assez osé. Spider Noir. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, car vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Spider Noir raconte l'histoire de Ben Reilly, un détective dans les années 30 à New York qui enquête sur une nouvelle affaire. Cette affaire va l'obliger à remettre son costume d'araignée afin de sauver la ville. On est techniquement face à la première série Spider-Man en live action de l'histoire. C'est sorti sur Amazon Prime Video hier. Il y a 8 épisodes au total de 45 minutes environ à chaque fois. Et techniquement, c'est pas Spider-Man, j'en suis bien conscient, c'est Spider Noir, mais je considère que ça compte un petit peu. C'est un projet assez fou quand même qui existe grâce au succès du personnage dans Spider-Verse, qui était aussi interprété par Nicolas Cage. Il prêtait sa voix au perso, et là il est de retour, ce qui était assez étonnant parce que c'était pas prévu que ce soit lui au début. Au début ils avaient trouvé un autre acteur et tout, mais c'est Nicolas Cage qui a décidé de revenir et de faire cette série. La première série de sa carrière d'ailleurs, il a jamais fait de série télé avant, et c'est Breaking Bad qui l'a motivé à faire de la télé parce qu'il a trouvé ça tellement bien, Breaking Bad, qu'il s'est dit il faut que j'essaye la série télé. On en parlera de lui et à quel point il joue bien ou pas dans cette série, mais en tout cas voilà, c'est pas le même personnage que Spider-Verse, c'est juste le même acteur, et c'est l'univers qui est à peu près similaire, parce que voilà, forcément ça vient des comics et tout, mais c'est vrai que le personnage a été boosté par la popularité du film Spider-Verse. Et c'est une série assez osée, je trouve, car je n'ai jamais vu un truc comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont sorti une version en noir et blanc et en même temps une version couleur. Lorsque vous lancez la série sur Amazon Prime Video, vous avez le choix ou vous regardez en noir et blanc ou en couleur. C'est une toute nouvelle interface qui vous permet de choisir entre les deux. C'est génial, c'est super bien intégré, c'est une bonne idée. En général, vous savez, il y a des séries, des films et tout qui ressortent une version plus tard en streaming à Director's Cut, version noir et blanc et tout. Là, il y a les deux d'un coup qui sont disponibles, qui sont travaillés. Il y a une version qui est supérieure à l'autre, on va en parler dans quelques secondes, mais en tout cas, c'est marrant qu'ils fassent un truc comme ça. Je crois que ça n'a jamais été fait avant dans l'histoire du streaming, si je dis pas de bêtises. Je sais pas quelle autre série a osé faire un truc comme ça, mais est-ce que la série est bien? C'est la question qu'on va se poser. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est un service utile que j'utilise tous les jours, mais c'est aussi le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je vous mettrai dans la description quand épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VE-STFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard Le Temple des Morts qui est génial. Vous avez même Anaconda. Sur Disney+, vous avez Zootopie 2 ou Send Help. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO directement. Même si vous avez l'abonnement via MyCanal, vous vous connectez avec le compte Canal sur Max et ça fonctionne. Vous allez avoir Hurlevent ou des films comme Marty Suprême. Et il faut savoir que CyberGhost propose des serveurs dédiés pour optimiser le fonctionnement par plateforme de streaming. Si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Oui, ça fonctionne encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos qui vous disent comment faire. Et je vous conseille de prendre un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple et c'est plus accessible niveau prix aussi, comme la Roumanie, la Bulgarie, et ça marche sur plein d'autres abonnements aussi, comme Letterboxd Patron par exemple. Vous le savez, mais certains sites internet vous demandent de mettre votre carte d'identité aujourd'hui et vous n'avez pas envie de faire ça. Vous avez envie de continuer à vous Nicolas le Cage en paix. De même, quand vous regardez certains films, vous êtes cinéphile, donc parfois vous regardez des films d'une manière très spécifique. Avec un VPN, vous serez en sécurité. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. C'est basique. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description quand épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour commencer, il faut parler évidemment du noir et blanc et comment regarder cette série. Est-ce qu'il faut la regarder en couleur? Est-ce qu'il faut la regarder dans cette version-là? Il faut savoir que les créateurs et les participants à la série, dont Nicolas Cage, veulent que vous regardiez en noir et blanc. C'est comme ça que la série a été pensée, c'est comme ça qu'elle a été éclairée, c'est comme ça qu'elle a été travaillée. La volonté artistique est là. C'est un hommage au film noir, il faut du noir et blanc. Cependant, c'était aussi leur idée de proposer une version couleur travaillée. Je veux dire, la version couleur, c'est pas du foutage de gueule, elle a de la gueule et vous allez potentiellement la kiffer aussi. Moi, j'ai fini la série et je l'ai remise un peu sur mon PC en travaillant pour voir ça donne quoi en couleur, quoi. Donc, j'étais pas concentré à 100% dessus, mais juste pour voir un peu la différence. Parce que pour moi, c'est pas la version, entre guillemets, légitime. Mais c'est vrai que la version couleur, il y a un truc aussi, il y a une DA un peu saturée, il y a des choses, on va en parler tout de suite, mais en gros, voilà, les artistes veulent que vous regardiez en version noir et blanc, mais la version couleur est quand même travaillée. Elle est certes pas faite comme ça de base lors du tournage, mais en post-production et autres, ils ont fait quelque chose qui a quand même un petit peu de gueule.
Cependant, bah, toute la mise en scène, toute la photographie est faite pour le noir et blanc. Je veux dire, quelques exemples, vous allez vite comprendre. La reconstitution, c'est quand même le New York des années 30. Il y a beaucoup de fonds verts, beaucoup de maquettes, beaucoup de décors et tout. Et en couleur, bah, c'est beaucoup plus laid, car on voit les fonds verts, on voit les décors, on voit même certains effets spéciaux de manière un peu plus visible, hein, par rapport à des cascadeurs, par rapport à des trucs que j'ai pas envie de spoiler. Mais voilà, on voit les effets spéciaux en couleur. J'ai regardé pas mal de scènes assez marquantes et c'est qu'en couleur, bah, ça en fait un peu des caisses et ça fait un peu plus faux. Alors c'est un style, hein. Peut-être vous aimez que ça fasse un peu plus faux, plus rêve, ce genre de choses, mais quand vous regardez ce plan par exemple là, avec le pont derrière et tout, bon, ça fait un peu plus faux, surtout en mouvement. Mais quand vous regardez la séquence en noir et blanc, ça fait partie du décor, quoi. Il y a un truc un peu plus réel par rapport à ça. Tout est un peu plus flou, forcément. C'est moins précis aussi en termes de couleur, c'est normal. Mais ça passe beaucoup mieux. Je veux dire, tout passe beaucoup mieux parce que ça a été pensé comme ça. C'est une vraie force. Là où en couleur, on dirait plus un cache-misère, là, pour le coup, il y a de la planification, c'est prévu tel quel. Et tout le contraste est travaillé pour le noir et blanc. Je veux dire, entre ces deux plans-là, avec l'éclairage, un peu ici, les couleurs de la ville, votre œil n'est pas du tout attiré de la même manière vers ce qui se passe, quoi. Donc c'est pensé comme ça. La photographie, hein, de manière générale, la manière dont c'est éclairé, je veux dire, cette scène de chant dans l'épisode 1, regardez les sources de lumière, comment c'est éclairé. Ça, en noir et blanc, c'est assez joli, c'est beau, c'est fait comme ça donne un style évident. Mais en couleur, bah, c'est un peu plus contre-intuitif, quoi. Là, la scène de chant, quand vous switchez, bah, c'est un peu bizarre, quoi. C'est pas très beau. La caméra, elle est aveuglée aussi par la lumière centrale. Les couleurs orange ici, elles font vraiment très bizarre. Aussi, il y a un truc où c'est pas naturel. C'est pas mauvais, encore une fois, attention. Mais juste, c'est pas pensé comme ça. Le noir et blanc dans cette séquence-là, il y a tout qui est parfaitement organisé. Les petites couleurs orange, elles font juste des petites sources de lumière maintenant blanches et tout. C'est nickel, quoi. Les ombres et tout, elles ressortent beaucoup mieux, je trouve. Tout est bien. Franchement, en noir et blanc, tout est bien. En couleur, c'est pas dégueu, mais c'est pas pensé comme ça et ça se ressent. C'est pas du tout la DA. On est moins marqué par la version couleur. Ça fait un peu plus cheap aussi. Pareil pour les costumes. Je veux dire, même scène, on prend le costume en noir et blanc, ils ont pas de couleur spécifique. On voit pas les couleurs forcément, mais il y a un truc, il y a une direction artistique. On se concentre plus sur les formes et autres. Bah, quand vous êtes en couleur, vous êtes concentré sur la couleur du costume. C'est un peu plus tape à l'œil et c'est pas grave. Je dis juste que je trouve que ça fait sortir un peu la magie de la scène en question et c'est un peu dommage et ça marche pour tout, hein. Je veux dire, les toiles d'araignée elles sont un peu monstrueuses, elles font vraiment noir, il y a un côté terrifiant, visqueux, organique, tu les vois pas très très bien. En couleur, on dirait un peu du plastique, quoi. Elles sont plus blanches et tout. Il y a un truc qui est moins marquant, je trouve, de manière générale. Le maquillage aussi. Je veux dire, le personnage de Gleason, il a une sorte de trace blanche ici, qui est une trace blanche pour le coup, parce qu'en couleur, c'est la couleur, quoi. Mais c'est vrai qu'en noir et blanc, ça passe beaucoup mieux, parce que forcément, on dirait juste une trace, il y a un côté un peu trait de personnage, mafieux, gangster, ça passe mieux. Là, on dirait un peu un clown, quoi. On dirait un peu un crétin, avec sa trace blanche, comme ça, en plein milieu de ses cheveux. Bon, c'est pas grave, encore une fois, hein, je suis pas là à vous faire culpabiliser par rapport aux couleurs noir et blanc, je vous dis juste que franchement, en noir et blanc, c'est beaucoup mieux, c'est plus travaillé, vous n'allez pas passer à côté de la série en couleur. Si vous pouvez regarder la série de 2 fois, allez-y, mais je vous conseille, si vous avez qu'un visionnage de disponible, de le regarder en noir et blanc. Un dernier exemple tout de même, c'est cet exemple-là. Là, la source de lumière est derrière le personnage de Nicolas Cage, donc il sera entre guillemets une sorte de contre-jour, mais en noir et blanc, c'est nickel, quoi. Franchement, le décalage est super, ça passe trop bien, tout est super avec les reflets du verre et tout dans le bar. En couleur, ça fait plus cheap, quoi. En couleur, vraiment, il y a un truc où il est un peu à contre-jour bizarre. Le verre avec, du coup, l'alcool dedans. C'est pas du vrai alcool, on s'en fout, mais voilà, il ressort un peu plus le verre. Donc, on est plus construit sur autre chose, alors que là, on est vraiment dans une ambiance complètement différente. Donc, encore une fois, voilà, je vous conseille le noir et blanc. Essayez, ça sera beaucoup mieux. Vous allez beaucoup plus aimer. Si vous n'avez pas le choix parce que vous trouvez une version, je sais pas, illégale, en ligne, où il y a que la version couleur, bah pourquoi pas, mais bon, si vous avez l'Amazon Prime Video, vous n'avez pas d'excuses, regardez en noir et blanc, c'est beaucoup mieux. Et après, si vous voulez vous comparer, mais croyez-moi, vous allez adorer l'ambiance noir et blanc. Là, quand j'ai pris des images pour les couleurs, je me suis dit, mais c'est pas la même série, quoi. J'ai pas regardé la même œuvre. Donc franchement, noir et blanc à fond. Évitez la couleur et passez au noir et blanc. Et maintenant, pour parler de la série en elle-même, j'adore le fait qu'il commence avec une scène de voltige. Ils savent que c'est attendu. Ils savent que les fans veulent voir de la voltige dans une série sur Spider-Man. Mais c'est la seule, honnêtement. C'est juste pour vous amadouer, pour vous mettre dans l'ambiance. Regardez comment elle est stylée. Regardez, c'est Spider Noir, c'est New York, comme on aime. Regardez cette scène de voltige dans le New York des années 30. Elle est cool, hein. Attention. Oh, très CGI, très fake. Tu vois que c'est pas le budget d'un film et tout. Mais bon, ça va, ça met dans l'ambiance, c'est ok. Et ils veulent vraiment choper tous les fans de Spider-Man avec cette scène d'introduction. Et pour moi, c'est même pas vraiment une série sur Spider-Man ou Spider-Noir de manière générale. Il apparaît de temps en temps, en général moins d'une fois
par épisode. C'est avant tout une série de détectives à l'ancienne. Ceux qui veulent voir du Spider Noir défoncer des mecs tout le long, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est une série où ça prend son temps, une enquête et tout. Vous êtes là pour la vibe plus qu'autre chose. Et j'aime bien car ça reprend tous les codes de l'époque, la musique, les visuels, même si j'ai des choses à dire sur la musique pour le coup, des trucs un peu de style, je veux dire des flashbacks sur les fenêtres et tout, le générique qui est très kitsch, générique qui est en noir et blanc, même si vous regardez la version couleur hein, pour le coup, donc vraiment la volonté de la série, c'est la version noir et blanc, c'est très kitsch, voilà, il y a un truc vraiment qu'on fait plus aujourd'hui, qui rend bien, parce que c'est à la fois hommage aux films de détectives de l'époque, forcément on pense beaucoup à Humphrey Bogart, Le Faucon Maltais, Orson Welles avec Le Troisième Homme et La Dame de Shanghai qu'il a réalisé, Sunset Boulevard, évidemment, mais c'est aussi référence aux films de monstres de l'époque, genre L'Homme Invisible, mais pas que, parce qu'il y a d'autres créatures que j'ai pas envie de spoiler qui sont dans la série. Et la série a vraiment envie de vous plonger dans cette ambiance des films noirs, de détectives des années 30, 40, 50 hollywoodiens. Alors là, ça se passe dans les années 30 pour le coup, mais vraiment tout est fait pour ça, quoi. Le générique chanté, on dirait presque un James Bond d'ailleurs. Peut-être je dis ça parce que le jeu vidéo est sorti là cette semaine, mais ça va référencer beaucoup de films, peut-être même trop à mon goût, mais c'est cool si vous les connaissez pas, et même moi je les connais pas tous pour le coup, mais il y a des références qui sont quand même très marquées, très visuelles, qui sont limite entre guillemets du plagiat, quoi. Mais bon, ça motive à regarder la série, je trouve que c'est une proposition artistique qui est cool, et de mélanger ça à Spider et à Spider Noir, c'est une bonne idée, et je pense que ça peut plaire que vous soyez fan de l'Hollywood de l'époque ou pas du tout. Je pense que vous allez vraiment capter l'ambiance, et ça fait vraiment plaisir de ce point de vue-là. Dans les personnages aussi, j'ai pas envie de révéler un peu tout ce qui se passe, mais c'est vraiment les clichés classiques des films de l'époque, entre la secrétaire utile et sympathique, entre le journaliste important, les gangsters, les mafieux, la femme fatale, la romance orientale, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils appelaient ça à l'époque, les scientifiques un peu fous, le protagoniste traumatisé par son passé, alcoolique, mais voilà, le meilleur dans son taf et tout, ce genre de choses, quoi. Et en plus de ça, bah, y a le côté super-héros, certes pas central, je trouve, aux intrigues, même si ça parle quand même de gens qui découvrent leur pouvoir et de conspiration, c'est pas le cœur de l'œuvre, quoi. C'est vraiment l'enquête avant tout, mais c'est les archétypes, c'est les morts des personnages de manière très typique de films de cette époque. Donc c'est vraiment un full hommage de ce point de vue-là. Le regret que j'ai, c'est par rapport au décor. Je veux dire, la série est généreuse, tu vois qu'il y a du budget, il y a beaucoup de décors. Ça se fout pas de votre gueule hein, de ce point de vue-là, c'est généreux sans aucun doute, mais on passe pas beaucoup de temps dans chaque décor. C'est ça un peu mon problème. Je pense surtout au cabinet du détective, notre détective principal, forcément. Il manque parfois un peu ce côté familier. On a trop l'impression d'enchaîner. Et puis paradoxalement, certains décors sont très vides. Hein. Franchement, il y a des décors, t'as l'impression que personne n'y habite, surtout en intérieur, forcément. Parfois, t'as des dialogues en champ contre champ sur des décors très vides. Ça enlève un peu le côté vivant que veut se donner l'œuvre. Et c'est lié à un problème majeur pour moi qui est le montage. Je veux dire, la mise en scène regorge d'idées, de tentatives, de plans cool. Les gens vont prendre des impressions d'écran de la série constamment parce que limite à chaque plan, t'as une idée de mise en scène, ce qui dans une série télé est quand même assez rare, quoi. Elle va marquer pour ça. Mais bordel, dans le montage, t'as pas un plan qui dure plus d'une seconde, quoi. En fait, ça enchaîne tellement vite, c'est assez frustrant et c'est trop rapide alors que bah, la composition des cadres est super. T'as des plans, genre celui-ci que vous voyez là, par exemple, en noir et blanc, il déchire. En couleur, il est un peu moins bien, pour le coup, mais t'as envie de te poser. Et en fait, la série se pose jamais, quoi. T'as pas une seconde par plan. J'exagère quand je dis ça un petit peu, mais ça va très très vite. Du coup, on profite pas assez à cause du montage, on profite pas assez de l'ambiance, de la réalisation. Et c'est frustrant car la série veut vraiment ressembler à quelque chose et se donne les moyens d'avoir la gueule d'un film de l'époque. Mais vu qu'il est rythmé comme une série télé, en fait, ça casse un peu le truc. Oui, t'as les plans, la composition, la mise en scène des films de l'époque, mais vu que t'as le rythme d'une série télé où ça enchaîne, ça va vite, bah forcément ça casse un peu le rythme, c'est un peu chiant, et pour moi ça gâche aussi un petit peu la mise en scène, quoi, parce qu'ils ont fait un vrai travail sur plein de séquences, plein de plans. C'est pas la fin du monde, encore une fois ça reste appréciable, mais j'aurais aimé que la série se pose un petit peu pour profiter un peu mieux du travail visuel et du travail même d'acteur. À certains moments, le montage il coupe vraiment tout le temps, quoi. Je veux dire, il y a du budget, hein, il y a des figurants, il y a une vraie vie dans la ville, ça bouge, on voit Ben aider les citoyens, on voit l'araignée aider les citoyens, faire son travail, interagir avec eux, il y a beaucoup de gens, quoi, ça qui est bien. New York est vivant, c'est pas facile à faire en plus, surtout à l'époque avec leur reconstitution, et c'est pas cadré en plus au milieu comme toutes les séries nulles, hein. Là il y a plein d'idées et plein d'outils de mise en scène qui sont utilisés, il y a un vrai travail derrière. La position des personnages dans le cadre symbolise surtout l'histoire, leurs relations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui domine la scène? Est-ce qu'il y a un flirt, une romance? En fait, limite, sans dialogue, tu comprends ce qui se passe. Et c'est bien ça, c'est de la narration visuelle, c'est une bonne idée. Il y a plein de plans cassés, des plans en split diopter shot, plein de trucs comme ça, quoi. Il y a plein d'outils de la boîte à outils du cinéaste qui sont utilisés. Et encore une fois,
fois, en termes de mise en scène, c'est généreux. Ça flex un peu trop certains mouvements de caméra, parfois, c'est vrai. Ça y va tellement à fond que tu aimerais juste que ce soit un peu plus posé. Mais voilà, c'est impactant. Je trouve que ça fonctionne, je trouve que ça marche. J'ai l'impression que la série doit bouger pour réveiller le spectateur, ce qui est un peu dommage. Ils n'ont pas osé le côté vraiment thriller dans la forme. Je pense que ça, c'était plus en mode thriller sombre. Plutôt que action, ça aurait été une bien meilleure série. Mais voilà, c'est une série d'action quand même. Et il y a un shift que je trouve intéressant lorsque c'est Spider Noir, lorsque c'est les scènes d'action, c'est filmé comme en 2026. Hein. C'est vraiment la mode des cascadeurs en 2026. L'action semble très nouvelle. Voilà, très bien chorégraphiée. Il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, mais sont bien faites pour le coup. Alors ça dépend lesquelles, j'en parlerai surtout en spoiler. Ça sort du tas, genre tu passes d'une série de détectives, certes avec un montage un peu violent, à une série d'action en 2026. Donc c'est marrant à voir, c'est particulier, mais je trouve que le décalage fonctionne sur moi. Il y a un côté un peu Drunken Master, il y a plein de plans en POV qui sont pas assez utilisés je trouve, mais ils tentent quoi. Franchement, il y a des trucs où c'est dynamisé un peu de manière fausse avec des gros montages, ce genre de choses, des trucs un peu effrénés, mais vu qu'ils ont des vrais cascadeurs, vu qu'il y a des vrais gens qui bossent dessus, vu que c'est pas Nicolas Cage dans le costume, ils se permettent des choses assez folles, il y a beaucoup d'effets pratiques et tout, donc franchement pour ça, c'est plutôt bien et ça casse l'ambiance détective pour raconter une histoire d'action gangster, mais avec les codes d'aujourd'hui. Et c'est assez cool de ce point de vue-là. Moi, j'aime bien ce décalage. Je trouve qu'il fonctionne, mais ça peut ne pas plaire à beaucoup de personnes, je l'entends. L'ambiance musicale, alors oui, j'aime beaucoup ce que ça raconte par rapport à ces passages en chanson, le truc un peu, vous savez, presque fantomatique, avec la voix d'une femme qui erre et tout. Mais c'est l'ambiance sonore. En fait, je suis pas à fond dans la ville. Je suis pas à fond dans les moments, dans les bureaux et tout. Pourtant, ce genre de plan, c'est génial comme idée, quoi. Les silhouettes que tu vois avec le nom de Ben Reilly dans son bureau, l'enquête et tout. Donc, visuellement, je trouve que ça tue. Mais c'est juste, en termes d'ambiance musicale et sonore, c'est un peu timide, quoi. J'aurais aimé qu'ils aient un peu plus à fond dans peut-être le côté jazzy, ce genre de choses qu'ils assument un peu plus. Mais c'est lié au fait au montage, encore une fois. Parce que s'ils se prenaient vraiment plus de temps pour chaque séquence, chaque scène, t'avais le temps d'avoir de la musique aussi. Donc peut-être fallait travailler un peu cet aspect-là, de l'ambiance et tout. Maintenant, bon, c'est pas mauvais encore une fois, mais je suis un peu déçu musicalement. Et en termes de sound design, je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Mais ça reste une série d'enquête avant tout. Il y a deux choses. Hein. Il y a Ben Reilly qui enquête évidemment, Spider Noir qui va faire ses scènes d'action. D'ailleurs, il y a une super idée, c'est que il a le sens de l'araignée. Mais en même temps, c'est une sorte de sixième sens de détective. Donc c'est marrant parce qu'il y a le truc genre limite mutant araignée, mais qui est en lien avec sa profession. Et ça marche plutôt bien. C'est un parallèle thématique qui est fait, qui est plutôt cool, genre d'instinct d'enquêteur. Donc c'est une bonne idée. Et il y a un côté un peu inné à l'activité, genre il est né pour faire ce travail. Et t'as aussi le journaliste, Robbie, qui est plus en mode Peter Parker, qui va prendre des photos, qui va enquêter, qui va être un vrai journaliste. Donc il y a deux gros axes de personnages pour faire avancer l'histoire. C'est eux deux. Il y a d'autres petits trucs, encore une fois, que j'ai pas envie de spoiler. Mais c'est vraiment vibe, investigation, interview, preuve, jouer des rôles, aller chercher des gens dans des quartiers. Pour ça, je vous dis, il y a beaucoup de quartiers, il y a beaucoup d'endroits, il y a des décors qui font un peu cheap, ok, mais en noir et blanc, ça passe beaucoup mieux qu'en couleur, dont cette séquence-là, par exemple, dans des sortes de bidonvilles un peu bizarres, quoi. Mais ça va vraiment y aller à fond et ça assume ce côté-là, quoi. Point de vue de certains personnages qui dit la vérité, genre vraie enquête avec de l'enjeu et ça marche bien. Et thématiquement, ça va assez loin aussi parce que forcément, ça parle de monstres. On va rechercher littéralement des mutants, des antagonistes de l'univers de Spider-Man. Et ils vont faire un lien assez intéressant entre les monstres et les marginaux de la société. Que ce soit genre les bêtes de foire, les cirques de l'époque, mais surtout le racisme des personnes noires, mais pas que. Donc c'est cool d'explorer un peu un axe oublié des films Spider-Man en live action, qui est le racisme, tout simplement. C'est cool de l'explorer ici. Il y a plein de thématiques sérieuses que les films n'ont pas, par exemple. Évidemment, bon, c'est la quête identitaire des personnages. Je vais dire, oui, ils se recherchent tous ou par un traumatisme ou par amour. Leur échappatoire, c'est un peu ce New York poisseux, montré comme sans espoir, mais il y a un petit truc aussi d'attachement à la ville. Le super-héroïsme, c'est aussi genre une sorte de secret. Genre oui, il y a le truc évidemment un peu coming out, mais pas gay, hein, mais juste coming out par rapport à forcément qui tu es en tant que personne de manière générale, comment on forge des couples dans cet univers-là, l'amour, comment on peut vivre dans une société quand tu es une personne noire et en même temps potentiellement une sorte de créature mutant. Donc ça parle de thématiques sociales fortes. Alors oui, ça reste une série de super-héros, ça reste superficiel, mais au moins ça existe quoi. C'est déjà pas mal. C'est classique aussi, film noir avec les conspirations, les maladies, la pollution. T'as l'impression que ça c'est pas mal. T'as un truc sur le patriarcat évidemment avec le traitement des femmes qui souffrent à cause des nombreux hommes. Et j'aime bien cet aspect-là aussi. Donc en fait la série leur donne une vraie place
qui est vraiment cool. Il y a le truc sur l'alcoolisme, parce que Ben est alcoolique, ça impacte la vie des gens, sa vie à lui, mais aussi la vie des autres. Et c'est lié évidemment au regret, à la rédemption, à cette quête de se retrouver, et des personnages un petit peu autodestructeurs. Et je trouve que sur ça, c'est vraiment cool. Puis sincèrement, en termes d'acting, en fait, tout le monde est bien, mais Nicolas Cage, il se la donne. Et ça fait plaisir, parce qu'en fait, il se la donne un petit peu toujours, mais tu dis, ok, première série, 8 épisodes, est-ce qu'il va se la donner tout le long ? Et il se la donne, donc il s'est inspiré un peu de Breaking Bad, c'est ça qui l'a motivé à faire la série comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il est à fond durant les 8 épisodes, il change, il évolue, il est marquant visuellement avec son visage rempli parfois d'émotions, parfois de colère, de tristesse, de surprise, il a une vraie physicalité, il y a un épisode où il s'amuse beaucoup à jouer avec son corps et tout, il arrive à être triste et drôle à la fois, c'est un super Spider Noir en même temps, parce que t'as des séquences, il est en costume et tu le vois un petit peu, et on le voit tout le long quoi, je m'attendais à ce que ce soit une série où on voit un peu Nicolas Cage, mais qu'on suive pas vraiment Nicolas Cage et Ben Reilly, mais qu'on suive genre par exemple Robbie le journaliste qui enquête aussi sur Spider Noir. Mais non, c'est ce qui était prévu à la base, mais là, il est là tout le long, c'est le personnage principal, c'est sa série avant tout, donc je trouve que c'est une bonne idée, et ils l'ont vraiment bien géré de ce point de vue-là, et c'est surprenant, parce que vraiment, à la base, c'était pas du tout ça qui était prévu, pas de Nicolas Cage qui était prévu à la base, pas une série sur Spider Noir en réalité qui était prévue, et on aurait pu imaginer un truc un peu à la Mandalorian, vous savez, où il est toujours en costume et il fait juste la voix off, mais non, en fait, il y a des cascadeurs qui font Spider Noir, et parfois, il est même dans les scènes d'action, il est tout le temps là, quoi. Il s'est donné à fond, et ça fait grave plaisir, il joue différents rôles aussi, par rapport à lui qui va, je sais pas, s'introduire dans des asiles, dans d'autres endroits, et il va jouer d'autres rôles, quoi. Il va se faire passer pour d'autres personnes et tout. Et en vrai, c'est top. Franchement, c'est un bon délire, il s'est donné à fond, ça fait plaisir. Maintenant, j'ai un peu plus de mal avec des personnages comme celui de Brendan Gleeson. Brendan Gleeson, c'est un super acteur, évidemment, mais franchement, je trouve que les antagonistes, ils sont assez ratés, ils sont pas du tout mémorables, ils ont pas forcément d'enjeu, mais juste... Ils ont pas ce truc qui les rende marquants. Il y a pas de scène où tu vas dire putain là il est vraiment bon, il est flippé, il est menaçant, il y a rien, c'est juste un gangster un peu classique et c'est ok, j'ai envie de vous dire. C'est juste que j'aurais aimé qu'il soit plus marquant vu la qualité de l'acteur et ils essaient d'avoir parfois un acting un peu à l'ancienne. Parfois ça marche pas, parfois ils essayent pas du tout. Donc c'est un mélange assez marrant de acting de genre 2026 et acting à l'ancienne, et pour moi ça marche bien, ça mélange différentes époques, je trouve que c'est plutôt cool, et ce qui est bien c'est que même si les antagonistes sont un peu décevants, sauf l'acting ça va, sauf peut-être il y a certains méchants que vous allez trouver un peu mauvais, mais c'est un peu l'acting de l'époque pour eux, donc je trouve que ça passe bien, ils en font des caisses et tout, mais voilà, c'est comme ça qu'ils jouaient aussi à l'époque, mais ce qui est bien c'est qu'en fait chaque personnage a son moment, alors pas juste une fois durant la saison, mais chaque épisode, limite les personnages ils ont une petite scène, ils sont tous un peu respectés, même les personnages secondaires un peu mineurs genre la secrétaire, elle est hyper présente quoi, elle parle souvent, elle a une vie, elle existe, vraiment elle est importante quoi, elle a son développement, chaque personnage a son petit moment, ils sont tous respectés et ça fait plaisir quoi, les personnages féminins forcément de une, mais vraiment ils brillent tous à un moment ou à un autre, t'as de l'empathie pour eux, ils sont bien développés, ils sont pas extrêmement complexes, c'est manichéen mine de rien et tout, mais franchement, ça fait le taf, ils ont des lacunes, ils sont imparfaits, et tu les apprécies vraiment, quoi. Le personnage féminin principal, c'est un peu tout ça, quoi. Alors oui, elle est un peu plus forte, parce que, bah oui, elle est témoin à ce qui se passe, elle veut créer cette enquête, justement, la lancer. Est-ce que c'est une amie ? Est-ce qu'il y a une vraie romance ? Est-ce que c'est une traître ? Parfois, c'est un peu lourdingue, le côté romance avec un personnage en particulier, mais au moins, chaque intrigue se conclut de manière satisfaisante, et c'est pas foutu à la poubelle sans rien, quoi. Le souci, hors acting, c'est la longueur de la série, quoi. En film, franchement, j'aurais gobé ça comme pas possible. 2 heures de film, ou même téléfilm sur Prime, ça aurait été génial, ils auraient pu se poser, avoir un truc un peu plus solide et tout. Mais là, il y a clairement des épisodes de trop, parce que c'est le problème un peu de l'enquête. Ça peut facilement tourner en rond. Une enquête, sur beaucoup d'heures de série, là on est sur 6 heures de série, un peu moins, tu peux facilement tourner en rond, parce que pour rendre ta série plus longue, en fait, tu dis à ton personnage d'aller enquêter. Littéralement, tu fais des interviews. Tu vas dans des endroits et tout. Du coup, tu rallonges ton enquête artificiellement. Et c'est vrai que je pense qu'en 6 épisodes, ça aurait été vraiment solide, mieux rythmé, plus impactant. Là, il y a quand même un ventre mou assez classique des plateformes de streaming. Vous savez, genre les 2 premiers épisodes, ils sont vraiment bien pour que les gens y regardent. La fin, elle est vraiment bien. Et là, t'as 2-3 épisodes de milieu qui sont un peu plus lents. Il se passe pas grand-chose. Un peu du remplissage. C'est pas mauvais, hein, encore une fois. Mais c'est vrai que c'est ce truc où tu dis, bah, en fait, enlève le gras. Ça fait 6 épisodes, c'est nickel. Ça patauge un petit peu là pour l'instant. C'est sympa, hein, mais franchement, tu vois qu'ils auraient pu raccourcir, et en 6 épisodes, ça aurait été bien. Alors, les 8 épisodes sont très divertissants, et rien à dire, ça se regarde très très bien. Moi, j'ai tout regardé en une journée, mais juste, voilà, c'est dommage, parce que ça aurait pu être beaucoup mieux, parce que la série se renouvelle pas assez, malheureusement. En 8 épisodes, bah oui, le concept du détective, l'ambiance noire et tout, bah oui, ça fonctionne, mais pas pendant genre 6 heures de contenu. Je veux dire, tu vas pas t'enchaîner 3 films noirs comme ça d'un coup, avec la même histoire, ou 6 heures d'un long film. Là, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que c'est une série détective, une série de super-héros, une série de gangsters, une série d'amour.
t'as tout un passage sur des expériences scientifiques, et tu dis, ok, bah en fait, fallait peut-être un peu adapter la mise en scène à ce que tu racontes. Quand c'est une romance, au fait, tu vas t'inspirer des films de romance de l'époque. Quand c'est un truc de détective, bah tu prends le Humphrey Bogart, Orson Welles et tout. Quand c'est autre chose, tout d'asile, tu prends autre chose, quoi. Et je trouve qu'en termes de mise en scène, il y a des trucs sympas, attention, je vais en parler en spoiler, mais malheureusement, ça rajoute pas assez de diversité. Et sur les 8 heures de contenu, bah forcément, il y a des moments où tu dis c'est un peu répétitif, c'est un peu la même chose. Une fois que le choc, entre guillemets, et la surprise du style est passé, c'est moins marquant. Bon, ça reste ok, encore une fois, il y a un passage en mode film de guerre, je pense qu'ils auraient dû assumer ce côté-là, quoi. Ils auraient dû y aller à fond. Mais non, ça garde le même style tout le long, et parfois ça le défait un petit peu, et ça fait quelque chose qui est moins marquant, quoi. Mais je respecte, voilà, l'utilisation de vieilles techniques de cinéma, c'est pas que du CGI, c'est pas que des fonds verts dégueulasses, il y a des trucs où ils tentent d'avoir un style avec les nuages qui sont peints un peu différemment, même si c'est un fond vert, tu vois, il y a un style peint à la main, qui est vraiment cool, un truc un peu maquette et tout. Et parfois, il y a des vraies méthodes old school, vraiment comme dans les années 30, pour faire du cinéma, quoi, sur certaines transitions, certains décors qui évoluent, t'as des panoramiques de caméra et tout. Il y a des trucs vraiment cool qui font que ça cache un maquillage, une prothèse, ouais, des maquettes, encore une fois. Franchement, ils ont vraiment cet amour pour le cinéma d'époque. C'est un vrai hommage et ils ont fait un truc plutôt cool, avec respect, en racontant leur propre histoire. Donc oui, il y a des plans ingénieux tout le long. Genre ça, ce personnage-là qui est dans le vert, mais il y a tout le temps des plans comme ça, quoi. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que le montage, il va tellement vite, il y a tellement de gras dans cette série aussi, qu'il y a des plans comme ça, tu dis, putain, ça c'est une bonne idée, c'est trop cool, mais c'est tellement rapide, ça va tellement vite qu'en fait, bah, oui, ça symbolise son enfermement par rapport à ce personnage-là, il y a pas mal d'idées, mais ça va tellement vite que ça enchaîne, et parfois, bah, moins, ça aurait été plus. Mais encore une fois, franchement, la série, pour conclure, elle est trop cool. Elle est trop cool, elle est divertissante, il y a un bon équilibre, ils ont compris comment la faire. Oui, c'est un peu long, oui, ils ont fait un peu des caisses à certains moments, oui, c'est imparfait sur certaines scènes d'action, oui, les antagonistes sont un peu décevants, mais ça se regarde bien. C'est divertissant, c'est une proposition artistique un peu nouvelle, qui a de la mise en scène, qui a des idées, et franchement pour ça, je trouve que ça mérite quand même un visionnage. Si vous êtes fan de Spider-Man, de Spider-Noir, de l'ambiance, vous allez adorer. Si vous voulez regarder des films un peu noirs de l'époque, franchement c'est une expérience un peu sympathique, donc je peux conseiller, c'est une bonne série sur Amazon Prime Video, donc franchement ça vaut le détour d'après moi. Maintenant, je vais spoiler. J'adore voir le personnage de Ben Reilly en pure dépression par rapport au décès de sa femme, forcément, sa culpabilité par rapport à ça, c'est clairement sa faute. Ils reprennent dès le début, en fait, la phrase sur le pouvoir, la responsabilité qui détourne, forcément, bah, en fait, t'as plus de pouvoir, t'as plus de responsabilité, ou inversement, tu fais comment? C'est ça qui est assez intéressant, c'est assez marrant, il est un peu précaire, il est alcoolique, il se recherche dans le travail, mais il est lâche. En fait, il a peur de redevenir l'homme qu'il était. La mort de sa femme à cause de son alcoolisme, à cause de qui il était, c'est assez touchant. La mort, c'est vraiment typique des films de l'époque, avec la voiture qui coule et tout, lui qui arrive pas. Et c'est intelligent parce que c'est le seul endroit où Spider-Man peut pas aider, quoi. Il a pas ses pouvoirs sous l'eau, en fait. Il est pas assez puissant sous l'eau. Donc c'est assez ingénieux. Et c'est le but de l'histoire, quoi. C'est qu'il retrouve son courage, son héroïsme. C'est qu'il passe aussi à autre chose en honorant la mémoire de sa femme décédée. Il perd ses pouvoirs comme dans Spider-Man 2. Et je trouve que c'est une bonne idée aussi parce que ça symbolise ce qu'il représente et qui il est et ce qu'il peut faire. Mais c'est marrant que les meilleurs passages soient lui en dehors du costume. Je veux dire, l'idée qu'il ait fait la guerre, ça l'a traumatisé, c'est une bonne idée, quoi. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps avec les expériences, à la guerre, qui change un peu d'ambiance. Parce que quand même, Première Guerre mondiale, fallait peut-être faire je sais pas, des plans, de la mise en scène comme des films de la Première Guerre mondiale. Il y a un côté guerre classique, traumatisant qui aurait pu marcher. Mais lui, franchement, la manière dont il montre ce Man Spider qu'il a mordu, c'est assez horrifique, mais ça va vite, quoi. C'est des petites séquences comme ça, je me dis, putain, c'est dommage. Il fallait peut-être y aller un peu plus à fond et tout. Je sais pas ce que ça donne en couleur, j'ai pas vu le Man Spider en couleur, je vais aller voir ça juste après. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée des expériences sur le camp. Il y a un truc un peu forcément expérience, ça fait penser à la Seconde Guerre mondiale aussi avec les nazis et tout. Mais c'est cool parce que ça symbolise un peu son arc narratif. C'est lui le sérum. Il a un peu la vérité en lui et la manière de sauver le monde en lui. Même si c'est un peu plus compliqué, on est d'accord. Il y a un truc par rapport à ça où il est un rescapé physique, mais pas émotionnel. Et ça parle de ses traumas, comment ça lui a fait du mal. Et c'est intéressant qu'en fait, tous les gens étaient dans la même unité que lui pendant la Première Guerre mondiale. C'est une critique aussi des États-Unis qui ont emmené ces gens à la guerre, qui reviennent tous traumatisés de la guerre. Voilà, des vétérans de manière générale. Donc j'aime bien le lien qu'ils font entre les vétérans, entre les monstres, entre les cirques, entre les gens qui souffrent, entre les hommes noirs. En fait, il y a plein de bonnes idées comme ça que je kiffe. Et tout le passage en asile, franchement, avec les visions, les rêves, les références cinéma, genre l'homme qui rétrécit, c'est pas la même époque, on est d'accord, c'est les années 50, mais peu importe, en fait, c'est cool de s'imprégner un peu de cette folie visuelle
qui manque quand même à la série à certains moments parce que ça reste un peu répétitif comme j'ai dit tout à l'heure, et j'aurais aimé qu'ils assument le truc juste au bout. Genre le truc d'asile là, en mode il perd la tête, limite un peu lynchéen aussi, franchement c'est trop une bonne idée. Ils auraient dû assumer ça dans tous les différents genres. Genre quand tu fais ta séquence à l'armée, fais un film d'armée de l'époque, quoi. Ce qui n'est pas vraiment le cas ici. C'est peut-être une limite un peu trop contemporain. Bref, c'est un peu dommage, mais en tout cas, en termes d'intrigue, d'arc narratif, ne pas rendre la scientifique et son fils détestable à fond, c'est bien, parce que tu la comprends, cette scientifique. Tu as une forme d'empathie pour, puis le sacrifice, il fonctionne. Mais en même temps, il faisait des sacrées expériences assez barjots et immorales. Donc c'est assez intéressant de jouer avec nous par rapport à ça. Et de l'autre côté, les passages en costume sont cool pour l'action et les enjeux, forcément. C'est bien fait. Il n'y a pas de souci par rapport à l'impact émotionnel aussi. Là où je trouve que c'est problématique, c'est par rapport au fait au genre. C'est-à-dire que lorsque c'est des scènes d'action comme dans l'épisode 2, où c'est littéralement Spider Noir contre, des gangsters, c'est trop bien, parce qu'en fait, tu reprends un genre qui est fait et refait depuis 100 ans, et tu mets Spider-Man dedans, quoi. Et ça fonctionne. Quand t'as des gangsters qui s'opposent à Spider-Man, c'est un peu nouveau, quoi. Il y a un petit truc par rapport à ça. En plus, ils utilisent bien les éléments des décors. Dans ce cas-là, c'était la voiture, les guns, les objets. À un moment, il tire un truc d'un autre bâtiment et tout. C'est un cascadeur qui est dedans. Du coup, il est vraiment sur la voiture. C'est une vraie scène qu'ils ont fait en effet pratique et tout. Ça se ressent. Ils font des choses assez folles et c'est contre des humains, quoi. Et c'est ça qui est bien. C'est justement, ça reprend le genre, ça change. Quand c'est genre en mode contre Electro, je sais que c'est pas Electro, c'est pas comme ça, je m'en fous, je vais l'appeler comme ça tout de même, c'est beaucoup moins fort, c'est trop de CGI, c'est moins marquant, ça fait plus enfant, ce genre de truc et tout. Il y a une grosse chute de qualité dans ces scènes d'action-là, alors que quand c'est gangster, et juste avec Spider-Man, c'est trop une bonne idée, quoi. Moi j'ai envie de voir Spider-Man face à des gangsters des années 30, c'est trop cool. Mais là, quand c'est juste en mode CGI, super pouvoir et tout, c'est beaucoup moins marquant. Voilà, l'homme sable, par exemple, ils l'ont bien utilisé parce qu'en fait, il a des pouvoirs, mais ils en font pas des caisses avec ses pouvoirs. Voilà, tout ce qui est électricité et tout, je trouve que c'est un peu abusé, mais voilà, je trouve que ça passe, quoi. Les meilleures séquences, c'est les séquences sans pouvoir, quoi. La séquence où il est bourré au bar, ça fait très Kingsman, pour le coup, soyons honnêtes. Ça casse un peu les codes des films de l'époque, mais ça marche, parce que c'est frais, c'est cool. Le côté Drunken Master, il utilise l'alcool, l'étoile, le bar, les cascadeurs qui sont présents. Il y a des mouvements de caméra, limite en plan séquence, oui, bon, c'est des faux plans séquences et tout, mais ça fonctionne. La cassure fait du bien. Et je trouve que c'est ça qui est bien, c'est quand tu prends Spider-Man et tu le mets en 1930. Lorsque c'est trop super héroïque, je trouve que c'est beaucoup moins intéressant et ça marche moins bien visuellement en termes d'enjeu et tout. Bon, c'est pas le drame, hein, ça va quand même, hein, mais juste, je trouve que c'est les meilleurs passages sont les passages où tu rajoutes ce personnage-là dans l'époque. Et en termes de personnage par rapport à Kat, par exemple, je trouve que c'est plutôt bien foutu parce que tu ressens le flirt, tu ressens l'amour, tu ressens la tentation, mais tu sais aussi qu'elle va trahir. Donc je trouve que c'est un bon cocktail par rapport à ça, parce que dans cette trahison-là, il y avait quand même un peu un vrai amour, certes pour un autre aussi, mais il y avait quelque chose de sincère, de beau, de véridique, et mine de rien, il y a une séquence qui fait penser beaucoup à Superman, vous savez, avec elle qui saute de la fenêtre et elle se fait sauver. C'est une preuve d'amour, en réalité, ça, de confiance aussi, ça c'est touchant, et j'aime bien l'idée que lui puisse passer à autre chose. Il y a tout par rapport au chagrin, au deuil, où t'avances. Alors oui, ça finit pas très très bien, d'accord, mais au moins il y a un truc, il y a une sorte de côté femme fatale, comme je vous l'ai dit, c'est classique, hein, c'est l'orientalisme de l'époque, qui marche bien ici, ils ont bien utilisé les codes, et puis même toutes les intrigues, je trouve qu'elles fonctionnent. Robbie, c'est un sacré personnage, parce qu'en fait c'est Peter Parker, en réalité. C'est Peter Parker, il enquête, vrai journaliste, il se donne à fond, il prend des photos, il prend sa place au Daily Bugle en tant qu'homme noir, et tout le monde le regarde, et ça fait plaisir. J'aurais aimé limite qu'il y ait plus de lui en mode Daily Bugle. Je crois qu'ils disent pas Daily Bugle d'ailleurs, je crois qu'ils disent juste Bugle. Mais par rapport, j'aurais aimé qu'il donne plus de lui à l'écran, qu'il enquête un peu plus. Et je pense que l'idée de base, où t'avais ce mec-là qui enquêtait sur l'araignée, c'était une bonne idée. Et je pense que ça aurait fait une bonne série, avec juste Nicolas Cage qui apparaît de temps en temps. Mais je pense que Nicolas Cage, il voulait y aller à fond, et aussi être présent à fond, et en plus en termes de marketing, c'est mieux. Mais la série avec lui qui enquête, je pense que ça aurait été bien. Je pense que ça aurait été une bonne idée, que ça aurait fonctionné, parce que c'est des passages qui sont quand même assez intéressants. Et quand il enfile le costume de l'araignée, oui, il fait des blagues en mode Peter Parker. Là, tu te dis, putain, c'est vrai que c'est vraiment Peter Parker, là, pour le coup. Et c'est le genre d'histoire qu'on aime bien, genre de personnage, sans reparler un peu de ses valeurs très positives, à quel point il est courageux, il est prêt à se sacrifier. Il parle de la cause, évidemment, des Noirs. Il y a tout ce arc narratif qui est vraiment bien avec Lonnie, si je dis pas de bêtises. Tu vois la différence de discrimination entre quand il est noir et quand il est un monstre, mais il n'y a pas une énorme différence non plus. Et il est habitué, ils ont beaucoup de phrases sur ça, et je trouve que c'est une bonne chose d'aller dans cette direction. Je trouve que c'est courageux, je trouve que c'est bien, et je trouve que ça manque évidemment à ce genre d'œuvre. Spider-Man, ça n'a jamais vraiment parlé de ça, et pourtant c'est un New York qui est beaucoup moins raciste que j'imagine dans la vraie vie à l'époque, mais le fait d'en parler, c'est déjà cool, quoi. C'est déjà pas mal, quoi. Je sais que c'est une série de super-héros et tout, donc c'est cool d'aller dans cette direction et d'oser. Après, maintenant, voilà, même s'ils en font pas des caisses, même si c'est superficiel et pas très brillant,
c'est les antagonistes le souci quoi. Je trouve que c'est pas très intéressant, je trouve qu'ils sont assez basiques, c'est vraiment les gangsters de l'époque, mais il n'y a pas ce truc en plus quoi. Les gangsters de l'époque, ils avaient toujours ce truc en plus, tu vois, tu penses au film Le Troisième Homme, ce genre de choses, il y a toujours quelque chose comme ça, le Faucon Maltais, tu sais, les antagonistes, il y a un truc quoi, il y a un truc qui est fascinant, mine de rien, par rapport à la morale et tout, là c'est trop basique, je trouve. Pourtant c'est intéressant, ils viennent quand même tous des mêmes expériences, du même camp plus ou moins, il y avait un truc quoi, là c'est vraiment trop simple, j'ai pas grand chose à dire dessus malheureusement, juste que c'est déjà vu, revu et ça ne tente rien de ce point de vue-là. Ils sont hantés par la situation, par leur passé, par leurs conditions, mais ils assument jamais à fond ce côté-là. Ils sont pas mauvais en soi, mais ils sont pas assez développés, sauf justement Lonnie que je citais tout à l'heure. Flint, il est développé plus par rapport à son amour qu'autre chose, quoi. Mais sinon, notre personnage, c'est assez basique. Et Silverman, donc Brennan Gleeson, franchement, trop oubliable, quoi. Il y a rien de marquant par rapport à lui. Alors oui, honnêtement, la scène finale de négociation et d'action dans ce bar et tout, elle est sympa car la série se pose enfin, il y a une tension, il y a une bonne alchimie entre les acteurs, il y a quelque chose, il se passe un truc. C'est rare d'avoir des bonnes séquences un peu longues comme ça, surtout sur le quiproquo. En plus, il y a une vraie tension parce que ces films noirs, ils finissent assez mal en général. Donc tu sais pas si la série va assumer le truc et finir de manière assez cynique et négative, ou s'ils vont faire un happy ending. Là, ils ont fait une sorte d'happy ending tout de même. Ils s'en sortent bien dans cette séquence. La séquence d'action après est moins marquante, mais j'aime bien parce que c'est une séquence où ils s'en sortent sans ses pouvoirs pendant un long moment, quoi. Ils n'ont pas besoin de leur pouvoir. Et j'aurais aimé qu'ils assument encore une fois le truc au bout, où tu dis, ok, bah l'araignée c'est cool, mais en fait on n'a pas besoin de l'araignée pour affronter ces gangsters, les battre et tout. Et forcément, c'est une série de super-héros, il faut avoir la séquence d'action de super-héros. Bon, c'est un peu décevant de ce point de vue-là, mais globalement, c'était bien, c'était divertissant, c'était cool, je peux la conseiller, je passais un bon moment. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast. Et j'ai aussi un compte Instagram, TikTok, Twitch où je crée du contenu exclusif. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.